Bonjour, je suis Emma Modestin, présidente du CEPFRIA, un nouveau centre dédié à la protection et à la valorisation des ressources aquatiques. Nous sommes à la Martinique et nous sommes ravis de participer à ce symposium Conclimat 2025. Nous allons vous présenter nos travaux sur les habitats benthiques et le changement climatique. Donc, nous allons vous présenter un contexte, une problématique, méthodologie, quelques résultats des discussions et une conclusion. Donc, deux cas se sont présentés ici. Donc, dans le contexte des changements climatiques, les littoraux de la Caraïbe sont fortement impactés à la fois par les sargasses pélagiques qui échouent sur les plages et qui se décomposent et qui libèrent beaucoup d'hydrogène sulfuré, et par l'érosion côtière. Alors, le cas A. À la Martinique, une commune a décidé de transformer son unique plage de sable de gravier en plage de sable fin afin de développer des activités balnéaires. Et donc, on voit bien que avant et après, on voit donc le sable sur toute la zone intertidale et même sur l'avant-plage et l'arrière-plage. Ce qui explique la coloration bleue de l'eau. Quand on regarde les zones résiduelles de la plage naturelle, on voit qu'il s'agit d'un substrat formé de sable grossier, de cailloux, de galets, de gravier, donc dans toute la zone et même dans la zone de baignade. Auparavant, la population venait s'y baigner, mais il y avait des oursins et des algues. Première conséquence de ces aménagements pour les loisirs, la première conséquence, c'est que les écosystèmes initiaux ont régressé. Récifs, herbiers et plages se sont appauvris et les populations de lambis, d'oursins, d'étoiles de mer et de poissons ont régressé. Par ailleurs, les usages anthropiques de la plage se sont accrus. La plage est actuellement très fréquentée. Au fil du temps, on assiste à une alternance d'érosion et de lutte contre l'érosion consistant à remettre du sable, à entreposer des structures de protection et à revégétaliser. Deuxième cas, le réensablement de sable pour lutter contre l'érosion induite par le ramassage des sargasses. Pour lutter contre l'érosion des plages sableuses, l'une des solutions proposées est de recharger des plages avec de préférence le sable récupéré sur le site de stockage des sargasses échouées. En effet, quand les sargasses arrivent, elles se décomposent et elles libèrent de l'hydrogène sulfuré. Il s'agit de ramasser ces sargasses pour éviter d'intoxiquer la population. Et donc, les sargasses sont stockées en arrière-plage, mais quand elles se décomposent, elles libèrent de l'arsenic, qui est un métal toxique très riche, très toxique. Donc, l'idée est de récupérer le sable et de le remettre dans les plages. Le problème est que la fraction fine de ce sable est trop riche en arsenic. Il risque d'y avoir des conséquences pour la faune. En effet, les sédiments servent de support à toute une faune endobenthique et épibenthique. Cette faune interagit avec les sédiments par les phénomènes de bioturbation, de filtration et de compaction. Et donc, la structure du sédiment est très importante pour l'installation en fait, de la faune, puisque cette structure va déterminer la porosité, l'oxygénation, la richesse en nutriments des sédiments. Et donc, les espèces vont s'y installer en fonction de leurs préférences. Aussi, dans les plages de sable grossier, on aura le bivalve Asaphis deflorata, et dans les plages de sable fin, on aura le bivalve Donax denticulatus. Problématique. Le cas A met en évidence que la granulométrie des sédiments est un critère important pour la biodiversité et il y a aussi l'influence de la vulnérabilité de la plage à l'érosion. C'est-à-dire que, ici, quand un sable fin est plus facile à transporter par l'eau qu'un sable grossier, sauf s'il est compacté, effectivement. La multiplication des activités de loisirs et l'artificialisation du trait de côte ont aussi également joué un rôle en diminuant les capacités de résilience des écosystèmes. Dans le cas B, on se demande si la modification de la structure du sable, avant de le restituer à la plage, ne risque pas de perturber les habitats de certaines espèces
tels que les vers, les bivalves, qui sont sensibles à la qualité de leur substrat. Pour le vérifier, on prend le cas des effets, on va travailler sur le cas des effets des transferts sédimentaires liés au changement climatique. Et nous avons pris l'exemple du bivalve Donax denticulatus qui vit à la Martinique. Alors, on se demande si les changements climatiques risquent de modifier les habitats de ces bivalves. Ce bivalve est donc un bivalve qui est endobenthique, donc qui s'enfonce, qui s'enfouit en fait dans le sédiment. Il est bien adapté à la zone intertidale, en particulier dans la zone de Soisse. C'est un suspensivore et c'est une espèce clé et parapluie. Donc, pour la préserver, si on veut préserver la biodiversité, il serait important de préserver cette espèce. Les données archéologiques et historiques prouvent que cette espèce était autrefois très abondante à la Martinique et que progressivement elle a disparu. Alors, les conséquences écologiques possibles des transferts hydrosédimentaires intenses sur les habitats benthiques. Alors, ici, quand on regarde la bibliographie, on constate qu'il peut y avoir toute une série de conséquences en chaîne. Donc, perte ou gain de sédiments, donc érosion, sédimentation, donc qui peuvent entraîner des modifications de la granulométrie des sédiments. Donc, un impact sur les habitats côtiers, ensuite des pertes d'habitat, perturbation des conditions de vie, donc des effets sur les espèces et des effets sur les écosystèmes, avec une perte de services de régulation et de support et une perte de diversité. Notre objectif, c'est de préciser les caractéristiques physiques des plages occupées par le bivalve Donax denticulatus. Deuxièmement, comparer avec les caractéristiques des espèces, les caractéristiques des plages dans lesquelles l'espèce a disparu ou était inexistante. Et ensuite, évaluer les préférences sédimentaires de l'espèce. Nous allons discuter aussi de la vulnérabilité de l'espèce à l'érosion. Méthodologie. Donc, nous avons fait des prélèvements d'échantillons de sédiments en triplicats à partir de transects perpendiculaires à la ligne de rivage. 24 plages ont été explorées et 3 micro-habitats sur chacune des plages, en tenant compte en fait de la zonation écologique. Les échantillons de plages sont analysés, ils sont séchés, pesés, puis ils sont passés à travers une série de tamis en vue de de connaître la structure en sédiment. Donc, le pourcentage de sédiments retenu pour chaque tamis est calculé et classé selon la classification de Runcourt. Ensuite, nous avons calculé des indices tels que la médiane, la moyenne, le tri, la symétrie et l'aplatissement à partir des courbes semi-logarithmiques. Et enfin, nous avons fait une analyse statistique avec des logiciels appropriés. Quelques résultats. Les préférences granulométriques de Donax denticulatus, on constate, en comparant ici ces données, on constate que si on distingue ici 3 types de groupes de plages, ici, alors ici, on a les plages dans lesquelles le bivalve vit actuellement. Un peu plus haut, on a les plages dans lesquelles le bivalve a disparu. Et enfin, on a les plages dans lesquelles le bivalve n'a jamais été recensé. Donc, on constate que toutes les plages dans lesquelles le bivalve existe ont des grains fins. Des grains fins situés entre 100 à 400 micromètres. Donc, des grains fins à moyens. Toutes les autres plages, ici, des 2 autres groupes, ont des sédiments plus grossiers. Il n'y a pas de différence significative entre les différents micro-habitats. Alors, quand je parle de micro-habitats, il s'agit de la zone saturée et de la zone insaturée. Donc, la zone saturée, c'est la zone qui est située dans le bas de la plage, ici. Donc, c'est la zone B. Et la zone saturée est située au milieu, dans la partie médiane de la zone intertidale. Par contre, il y a des différences significatives entre les 2 lots de plages, c'est-à-dire les plages sans Donax et les plages avec Donax. Pour préciser,
au niveau des micro-habitats. Donc ici, on a donc un graphique qui nous donne la présence de Donax en relation avec la taille des grains dans les micro-habitats insaturés et ici, dans les micro-habitats saturés. On constate ici que les sables dans lesquels Donax ne se développe pas sont des sédiments mal triés. Ici, vous voyez que les courbes s'étalent, ici, asymétriques, mal triés, et ils sont grossiers. Tandis que dans les sables dans lesquels l'espèce existe, on a des courbes qui sont symétriques, un sable bien trié dans les deux cas, dans les deux micro-habitats. Cependant, on constate que dans le bas de la zone intertidale, on a un sable ici qui est légèrement plus grossier que celui de la zone médiane. En effet, ici, d'après la littérature, il s'agit de l'habitat des adultes, tandis qu'ici, il s'agit de l'habitat des juvéniles. Alors, quelles sont les préférences granulométriques de Donax? Alors, à partir de ces données, nous avons essayé de trouver les préférences granulométriques de Donax, en calculant des moyennes. Et donc, dans la taille des grains dans les zones saturées, donc pour les juvéniles, la moyenne est de 298. Et dans la taille des grains pour les zones insaturées, c'est-à-dire pour les adultes, la moyenne est le sable est légèrement moins grossier. Mais les différences ne sont pas significatives pour autant. Donc, on peut dire que tout de même que la distribution de l'espèce correspond à des zones de sable moyen à très fin et que pour l'habitat saturé, il faut un sable légèrement plus grossier que pour l'habitat insaturé. Cependant, nous devons encore mettre en relation ces données avec l'abondance et la distribution de l'espèce sur le terrain. Et nous devons aussi calculer les pourcentages de fractions fines, grossières ou très fines tolérées par l'espèce. Maintenant, si on regarde la symétrie et l'aplatissement, on constate qu'on voit clairement deux lots de splash. Alors, un premier lot avec un sable donc, bien trié, ici, symétrique, donc, dans lequel on a effectivement la présence de Donax. Et dans le deuxième lot de plage, vous avez l'espèce qui est absente ou qui a disparu. Donc, on peut déjà supposer qu'une forte granulométrie ne convient pas à cette espèce. Donc, on peut dire que la moyenne géométrique, la symétrie, l'aplatissement sont de bons critères qui permettent de distinguer les plages, mais pas forcément les micro-habitats. Aussi, nous prenons un exemple de plage dans laquelle l'espèce a existé et a disparu. On constate bien que dans la zone dans laquelle vivent les juvéniles, le sable est mal trié et qu'il est beaucoup trop grossier ici. Et dans la zone dans laquelle vivent les adultes, on a un sable encore beaucoup plus grossier. Donc on a des cailloux, un sable médian, des cailloux, un sable moyen. Et quand on regarde les valeurs, on constate que dans les zones dans lesquelles, si on regarde les deux micro-habitats, ici, en moyenne pour toutes les plages, on a une granulométrie très importante qui va nous situer au niveau des graviers grossiers. Et ici, on a une granulométrie qui va nous situer au niveau des graviers. Et donc, ces valeurs sont beaucoup trop importantes pour l'espèce. Aussi, donc, si on veut évaluer la vulnérabilité de l'espèce, sachant qu'il y a des enjeux de biodiversité, puisque si c'est une espèce clé ou parapluie, cette espèce joue un rôle important. Elle a joué un rôle important dans les services écologiques, un rôle de filtration, de bioturbation. Donc, elle est donc une espèce parapluie parce qu'elle va permettre à d'autres espèces de se développer. Et donc, elle va modifier le sédiment. Elle peut servir aussi d'indicateur pour le suivi de la résilience de la faune benthique pour les changements climatiques. Alors, pour étudier la vulnérabilité en fait, de l'espèce, il faut d'abord regarder la vulnérabilité des plages à l'érosion. Et donc, ici,
et couplée avec les enjeux de biodiversité. Pour ce faire, il faut étudier aussi d'autres facteurs physico-chimiques, d'autres facteurs de l'environnement, comme les impacts des sargasses, l'artificialisation, la pollution. Il faut donc vérifier tous ces facteurs afin d'évaluer les risques d'extinction de l'espèce sur certains sites dans lesquels les populations sont actuellement réduites. Donc, dans le contexte actuel de l'augmentation du nombre et de l'intensité des événements cycloniques, il y aura une intensification donc, des phénomènes d'érosion. Et donc, il faut donc mettre en œuvre une collaboration pluridisciplinaire afin de préserver la biodiversité des écosystèmes. Merci de votre attention.